article à la portée de tous. Médaille d'or et pilule dopante pour les nageuses est-allemandes, c'est le dossier de ce journal. Madame, monsieur, bonsoir. Deux événements inquiétants viennent troubler ce soir l'actualité. D'abord, une explosion dans une usine nucléaire aux États-Unis, à Richland, dans l'État de Washington. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'un homme a été blessé, une dizaine d'autres contaminés. On ignore si des fuites radioactives se sont répandues dans l'atmosphère. Bien entendu, nous suivons cette affaire et nous ferons le point à la fin de cette édition. Et puis, le deuxième événement, la Soufrière. Le volcan de la Guadeloupe fait à nouveau parler de lui. Une fracture s'est ouverte il y a quelques heures dans le cratère. Une équipe de spécialistes dont faisait partie Haroun Tazieff se trouvait sur place. Ils ont été légèrement blessés. Depuis le commencement de cette affaire, nous vous avons tenu régulièrement au courant des événements. Ce soir encore, nous avons en ligne notre... Je vous parle. Les équipes de secours ont réussi à localiser tous les vulcanologues. Deux d'entre eux ont déjà été évacués par l'hélicoptère, mais il reste encore 5 personnes sur les pentes du volcan. Un premier groupe comprenant Haroun Tazieff, un membre de son équipe, et un vulcanologue britannique. Ces 3 hommes sont blessés, mais heureusement, les blessures ne sont que superficielles. Dans un second groupe, il y a 2 chimistes de l'université de Grenoble. Pour l'instant, l'hélicoptère ne peut pas se poser pour évacuer ces hommes. Les pilotes sont gênés par les conditions atmosphériques et par la poussière que le cratère continue à recracher. La récupération de ces 5 hommes devrait être possible dans les minutes ou les quelques heures qui viennent, mais à la Guadeloupe, chacun est bien conscient que l'on a frôlé la catastrophe et qu'il s'en est fallu de très peu que la Soufrière ne fasse aujourd'hui ses premières victimes. Les nombreuses précipitations, au sens figuré bien sûr, qui ont ces dernières semaines précédé le remaniement ministériel ont fait quelque peu oublier le véritable problème du manque d'eau. Ce matin, dans l'Isère, une centaine d'agriculteurs mécontents de l'indemnisation qu'on leur propose ont bloqué pendant quelques heures l'autoroute du Soleil. Ce barrage a provoqué bien sûr d'importants embouteillages. Il a été levé en début d'après-midi. Les manifestants entendaient ainsi protester contre ce qu'ils appellent l'aumône du gouvernement. Ils ont distribué des tracts signés le comité ras-le-bol des paysans du Rhône. Cela dit, aujourd'hui, enfin, il pleut sur la sécheresse. Mais attention, cela ne veut pas dire pour autant que celle-ci soit terminée. D'abord parce que la pluie arrive un peu tard, que d'après les spécialistes, ce répit risque d'être de courte durée, mais aussi parce que les trompes d'eau qui sont tombées sur la France se sont principalement déversées sur le sud-est, c'est-à-dire une des régions les moins touchées par la sécheresse. Je crois que nous allons avoir dans quelques instants le reportage qui était prévu sur notamment les trompes d'eau dans l'Ardèche. Je vous demande quelques minutes de patience. La Bretagne, le bassin parisien et le nord-est ont reçu des pluies modérées, insuffisantes pour remédier à la sécheresse. Par contre, sur la Côte d'Azur, les pluies torrentielles du week-end ont provoqué des dégâts importants, surtout entre Sainte-Maxime et Saint-Raphaël. Nombreuses routes coupées, caves inondées, campings évacués. Un peu plus loin, la crue de l'Ardèche a surpris plusieurs dizaines de vacanciers séjournant le long de la rivière. Tous ont pu être évacués à temps. Des sauvetages délicats, les touristes étant coincés entre la rivière et la falaise. Ainsi, après avoir lutté pendant 2 mois contre les incendies, les pompiers luttent maintenant contre les inondations. Dans le Gard, département épargné jusqu'à présent par la sécheresse, ce sont les cultures qui ont souffert. Un contrôle effectué dimanche dans le vignoble gardois a permis de constater un début de pourrissement de la vigne. Les viticulteurs craignent une baisse de la qualité et de la teneur en alcool de la future récolte. En tout cas, ces flots d'eau signifient peut-être la fin d'une sécheresse qui, pour certains, dure maintenant depuis 6 mois. On ne peut pas s'avancer si vite. On peut seulement dire qu'au début de cette semaine, des averses et des orages se généraliseront sur l'ensemble du pays et principalement sur l'est du pays. Malheureusement, ces averses seront encore modérées et donneront des précipitations irrégulières. Et en conséquence, on ne peut pas vraiment certifier que la sécheresse est terminée pour cette année. Le responsable, c'est bien sûr l'anticyclone des Açores. Oui, bien sûr, l'anticyclone des Açores, qui d'ailleurs en fait cet été s'était décalé plus au nord que les Açores. Et depuis le début du week-end, cet anticyclone est parti sur le centre atlantique et s'est un peu éloigné de l'Europe occidentale. Et c'est pour cela qu'on peut espérer ces jours prochains avoir de nouvelles précipitations. Eh bien, que la période de sécheresse se termine ou non, ses conséquences politiques, elles, vont se développer. Il y a d'abord
Les éleveurs qui estiment qu'on se moque d'eux en leur offrant 50 francs par vache, l'équivalent de 80 litres de lait, 5 jours de production, une vingtaine de départements sont concernés. Il y a ceux qui se plaignent de ne rien toucher du tout. Tout le Midi, des Landes aux Alpes-Maritimes, une quinzaine de départements. Voilà déjà le tiers des agriculteurs, de toute façon, mécontents. Il y a ceux, qu'ils aient des bêtes ou non, qui espèrent bien toucher quelque chose pour leur récolte déficitaire de céréales et de betteraves. Il y a les producteurs de légumes. Tout cela attendent le gouvernement le 29 septembre, une Saint-Michel qui risque de causer de grosses déceptions. En effet, les tout derniers chiffres avancés par les chambres d'agriculture, dont les services économiques sont réputés, approchent les 10 milliards. 1000 milliards d'anciens francs, donc, pour que le revenu des agriculteurs soit tant bien que mal préservé. Or, il faut savoir que d'après les calculs de la Direction générale des impôts, pour éponger le tiers de cette somme, soit 3,5 milliards, il faudra déjà augmenter de 10% l'impôt sur le revenu des contribuables, de ceux dont l'impôt exigible cette année dépasse 5 000 francs. C'est le cas, par exemple, d'un ménage avec 2 enfants et 50 000 francs de revenus imposables. Qu'en serait-il si les subventions aux agriculteurs devaient être 3 fois plus élevées? Déjà, la Confédération générale des cadres reçoit de nombreuses protestations de la part de ses adhérents. Certains disent qu'ils ne paieront pas cet impôt supplémentaire. Notre courrier est sur ce sujet également significatif. De cette conjonction de mécontentement est en train de naître une affaire politique majeure, préoccupante dans la mesure où elle risque de dresser l'une contre l'autre 2 catégories de Français. Barrer les autoroutes comme l'ont fait aujourd'hui certains éleveurs du Sud-Est ne paraît pas dans ces conditions très opportun. Ce n'est peut-être pas le moment de souffler sur le feu. Cette année, avec la sécheresse, mais surtout le dernier changement de Premier ministre, les Français n'auront pas eu à attendre le 31 août pour voir le pays se remettre en marche. Les régiments de vacanciers qui rentrent du front des vacances vont trouver à l'arrière une activité politique déjà bien relancée. Ce week-end, le président de la République était bien reparti se baigner en famille, faire trempette à Brégançon, mais il est revenu dès ce matin. Tout au long de la semaine, M. Giscard d'Estaing recevra les nouveaux ministres de son gouvernement pour définir avec eux leurs tâches respectives. Et il y a un peu moins de 2 heures, il recevait le nouveau Premier ministre, M. Raymond Barre, qui avec son équipe planche actuellement sur les dossiers les plus préoccupants. L'éternelle inflation, l'emploi, le franc. On ne sait pas encore quelles mesures précises prendra M. Barre, mais ce que l'on sait déjà, c'est que les maîtres mots de son plan seront rigueur et austérité. Derrière ces fenêtres, les fenêtres de l'hôtel Matignon, le Premier ministre est au travail. Rendez-vous nombreux, Bernard Clapier, le gouverneur de la Banque de France, et Olivier Guichard sont venus aujourd'hui à Matignon. Mais aussi et surtout étude des dossiers et préparation des mesures économiques. Pour le Premier ministre, l'enjeu est redoutable. Il s'agit de tordre le cou à l'inflation, mais il ne faut pas casser les jambes d'une reprise encore fragile et qui semble actuellement s'essouffler. Les mesures économiques, on ne les connaîtra pas avant le 15 ou le 22 septembre. Mais on connaît déjà l'esprit qui les anime. Raymond Barre le répète déjà depuis plus de 2 ans, il faut davantage d'austérité pour la nation, une gestion plus stricte du crédit et des finances publiques, et enfin une répartition équitable des sacrifices à consentir. Ces 3 axes d'action, austérité, rigueur et justice, vont dominer les 4 dossiers principaux de Raymond Barre, c'est-à-dire l'inflation, le franc, le commerce extérieur et l'emploi. Pour Raymond Barre, la lutte contre l'inflation est la priorité des priorités. Après le sage 0,4% de juin, la hausse atteint 1% en juillet. L'augmentation annoncée du prix du pétrole, des matières premières, des salaires, du crédit et la facture de la sécheresse risque d'accélérer cette hausse. L'objectif de Jean-Pierre Fourcade était 8% de hausse cette année. Il sera difficile à atteindre. Pour calmer la fièvre, Raymond Barre imposera à certains secteurs de l'économie une discipline sévère. Le franc a continué à se redresser aujourd'hui sur les marchés d'échange. Mais sans discipline économique persévérante, cette remontée pourrait ne pas durer. L'enjeu, c'est qu'à partir du moment où la hausse des prix est plus forte dans un pic dans un autre, ce pays perd la confiance internationale. Et qu'à ce moment-là, il a plus de difficultés à équilibrer ses comptes et qu'il vend moins cher ses produits et enfin qu'il perd son indépendance.
Pour bien vendre à l'étranger, il faut une monnaie forte, disait Raymond Barre, devenant ministre du Commerce extérieur. Pour lui, une monnaie faible signifie des achats à l'étranger, pétrole notamment, plus cher, beaucoup plus cher. Avec la reprise, les importations françaises ont augmenté. Les exportations aussi, mais moins vite. Pour les 7 premiers mois de l'année, le déficit du commerce extérieur dépasse 5,7 milliards l'an passé. Pour la même période, l'excédent est supérieur à 5,5 milliards. Il a complètement fondu. Sans rééquilibrage des prix et de la balance commerciale, inutile de chercher le troisième équilibre, celui de l'emploi. Fin juillet, on recensait plus de 800 000 chômeurs. Un signe encourageant, ils sont 200 000 de moins qu'au début de l'année. Une inquiétude, le nombre des jeunes à la recherche d'un premier emploi augmente à nouveau. Pour les économistes américains, le chômage des jeunes est une bombe à retardement laissée par la crise. Raymond Barre le sait, et c'est pourquoi il parle d'une politique globale. Cet après-midi, à La Haye, le Parlement néerlandais a définitivement mis un terme à l'affaire du prince Bernhard. Même le principal parti d'opposition est tombé d'accord avec le gouvernement pour estimer que le prince, qui a déjà été démis de toutes ses fonctions pour avoir trempé dans l'affaire des pots de vin de la Loukid, ne devait pas être poursuivi en justice. Par ailleurs, le Parlement a renouvelé sa confiance à la reine Juliana. Sans faire de mauvais jeu de mots, on pourrait dire que cette affaire des pots de vin de la Loukid aurait pu, au sens propre du terme, éponger un certain nombre d'excédents de la production vinicole. En effet, l'affaire rejaillit aujourd'hui en Allemagne de l'Ouest, où à quelques semaines des élections, faut-il voir là une relation de cause à effet, M. Strauss, ancien ministre de la Défense, leader démocrate chrétien, est accusé d'avoir, au bénéfice de son parti, touché des pots de vin de la Loukid. Sans penser aux 185 appareils qui se sont écrasés au sol, entraînant ainsi la mort d'une centaine de pilotes. Depuis 6 mois, le nom de cet avion de la Lockheed a cependant une résonance où le drame se conjugue au scandale. L'homme par qui ce scandale est arrivé, c'est l'ancien représentant de la Lockheed en Allemagne. Erich Hauser, cet Américain d'origine autrichienne, a affirmé devant une commission du Sénat américain que sa firme a versé 10 millions de dollars en pots de vin au parti de Franz Josef Strauß, alors ministre fédéral de la Défense. Depuis ces révélations, le leader bavarois de la chrétienne démocratie est devenu le prince allemand du scandale Lockheed, ce qui n'empêche pas Erich Hauser de confirmer ses accusations devant une caméra. La règle voulait que l'argent soit déjà débloqué aux États-Unis, puis envoyé sur Koblenz avant d'être viré sur un compte suisse. De là, les sommes étaent dirigées sur une banque de Munich après avoir transité par le compte personnel d'un agent suisse de la Lockheed. Je ne sais pas si le numéro du compte de Munich était celui de la CSU, le parti de Franz Josef Strauß, ou celui d'un de ses collaborateurs ou amis politiques. Bien entendu, la crédibilité de ce témoignage a été aussitôt réfutée par les amis de Franz Josef Strauß. Il reste que l'on ne voit pas l'intérêt à mentir qu'aurait eu Erich Hauser. On ne peut en effet oublier qu'il doit son poste à la Lockheed à Franz Josef Strauß, son ami d'alors. Franz Josef Strauß qui est aussi le parrain d'un de ses fils. C'est dire si les accusations de Hauser ont plutôt l'air d'une trahison que d'un témoignage. D'autant qu'il est prêt à déposer devant une commission d'enquête ouest-allemande, comme il l'a fait devant le Sénat américain. Relancée dans la folie hollandaise, cette affaire Lockheed Made in Germany arrive à point nommé au début d'une campagne électorale qui promet d'être sans pitié. Helmut Schmidt va bientôt envoyer, comme il l'a annoncé, un secrétaire d'État consulter le dossier Lockheed aux États-Unis. Il s'agit là d'une clause de style beaucoup plus que de n'importe quoi d'autre. En définitive, dans certains coffres-forts du ministère de la Défense de Bonn et même de la Chancellerie, il y a déjà suffisamment de documents et de dossiers pour porter une éventuelle estocade à Franz Josef Strauß, le leader bavarois de la chrétienne démocratie. Mais pour l'heure, il s'agit surtout d'ébranler le deuxième homme et l'homme fort de l'opposition. Pour l'heure, il s'agit avant tout de dissuader Franz Josef Strauß de porter éventuellement des coups trop bas dans l'arène politique.
À Bonn, la guerre des nerfs électorale vient donc de commencer. Elle ne se terminera que le soir des élections, le 3 octobre prochain. Georges Marchais, interroge le Premier ministre. Dans l'accord franco-américain sur la construction du Mercure 200, il y a une clause secrète, dit M. Marchais, obligeant Air France à remplacer ses caravelles par des DC-9 américains, avions considérés par tout le monde comme périmés. Air France dément cette affirmation. Il est vrai que les caravelles devront être remplacées, dit-on à la compagnie nationale, mais aucun choix n'a encore été fait. La question est toujours à l'étude. Monseigneur Lefebvre s'est excommunié lui-même, c'est ce que pensent plusieurs évêques et prêtres après la messe de Lille. On estime généralement que Paul VI répondra par le silence au nouveau défi que vient de lui lancer le fondateur d'Ecône. Un journal de Milan affirme que des émissaires de Monseigneur Lefebvre auraient cherché à avoir des contacts avec le Vatican. Le caractère politique nettement orienté à droite de l'homélie de Monseigneur Lefebvre est relevé notamment par le mouvement des radicaux de gauche. La Chine nationaliste de Formose serait en passe de devenir une puissance atomique. Le journal américain Washington Post révèle que Taïwan, c'est-à-dire Formose, stockerait secrètement des combustibles nucléaires pour en extraire du plutonium à des fins militaires. Inquiétude, le conflit permanent entre Formose et sa Chine et sa voisine la Chine populaire pourrait dégénérer en conflit atomique si Taïwan possède vraiment la bombe. Voici la composition de l'équipe de France de football qui rencontrera le Danemark mercredi. Le match sera transmis sur Antenne 2 à partir de 20h30. On remarque surtout l'arrivée de Adams. Succession d'incroyables coups de chance, de miracles pourrait-on même dire, dans l'accident du train Nice-Amsterdam qui a déraillé ce matin près de Compiègne. D'abord parce que le chauffeur du camion, qui après avoir loupé un virage s'est retrouvé sur la voie ferrée, a été éjecté de sa cabine. Ensuite parce que le conducteur du train, coincé dans sa cabine, a pu être dégagé. Enfin parce que le premier wagon, le plus durement touché, était inoccupé. Le bilan n'est donc que d'une trentaine de blessés. 7h32, le choc a eu lieu ici, dans la courbe de Langueuil-Hennel en contrebas de la Nationale 32. Vitesse 138 km/h. Pour le rapide Nice-Amsterdam, il est déjà trop tard. Car moins de 2 minutes auparavant, de l'autre côté de la courbe, un semi-remorque suivant la Nationale a quitté la route pour aller s'écraser sur la voie ferrée. À peine quelques dizaines de mètres en avant du train. À cette vitesse, il faudrait un bon kilomètre pour arrêter une motrice de 87 tonnes. J'ai vu de ma fenêtre où j'étais au premier étage, comme vous le voyez, on est très bien placé. J'ai pu voir le train, la motrice, parcourir à peu près 90 mètres ou 50 mètres, je ne sais pas très bien, enfin une distance quand même déjà assez respectable, à la verticale. Ensuite, elle a, si vous voulez, fauché un poteau électrique sur son passage. Les deux wagons qui suivaient cette motrice se sont couchés, évidemment, chacun d'un côté. Fort heureusement, il n'y avait personne dans les couloirs. La plupart des 501 passagers, des touristes hollandais retour de vacances, dormaient encore dans leur couchette. Presque un miracle, explique-t-on à la SNCF. L'accident n'a fait que 2 blessés graves, le conducteur de la motrice et un voyageur. Nous avons eu beaucoup de chance d'être encore en vie. Les gens de la région ont été très gentils avec nous. Beaucoup de chance vraiment, puisque 500 des 501 passagers ont pu regagner Amsterdam. Restent les causes de la chute du camion, on les ignore encore, mais la chaussée était très glissante ce matin. Le chauffeur a été entendu par les gendarmes, son alcotest serait négatif. Un trafic normal sera rétabli dès demain matin. Ce soir, les trains pour Bruxelles auront 50 minutes de retard. Déjà, nos ancêtres les Gaulois, qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, s'intéressaient à l'astronomie. Et puis depuis, cette science a toujours passionné ou au moins fasciné les terriens que nous sommes. Mais il faut bien dire que le langage employé par ces spécialistes reste souvent hermétique. Actuellement, à Grenoble, un certain nombre de savants ont décidé d'y remédier. Parmi eux, et vous l'entendrez au cours de ce reportage, Carl Sagan, l'un des patrons de la mission Viking sur Mars. Ces savants ont donc décidé de redescendre sur Terre, si je puis dire, et d'expliquer dans le langage commun l'ensemble de leurs connaissances.
L'astronomie, pour beaucoup d'entre vous, c'est le spectacle fabuleux des étoiles, des galaxies, des nébuleuses lointaines que jamais votre œil n'a pu découvrir. Vous avez peut-être déjà vu ces photographies, mais jamais la réalité, visible uniquement à travers de puissants télescopes. Pourtant, avec un tout petit effort, la beauté du ciel est accessible à tout le monde. Il y a différents types de lunettes et de télescopes. Vous aimeriez être astronome? Ah, moi, oui. Pour faire quoi? Ben, pour faire des calculs, enfin observer au télescope. Tu as déjà passé des nuits entières à observer? Oui, par exemple, l'année dernière, on est resté jusqu'à 5h30 du matin pour observer. Tu as quel âge? 11 ans. L'astronomie, vous le voyez, ce n'est pas si difficile. C'est même à la portée des enfants. À Grenoble, à l'occasion d'un congrès mondial, elle est descendue dans la ville, cette astronomie mystérieuse. Au carrefour, à la gare, à la mairie. Et ces jeunes enfants, membres d'un club d'astronomie de la ville de Nice, expliquent aux passants les mots étranges et compliqués qui émaillent leur science. Beaucoup plus haut. Une étoile émet énormément de rayons, dont des rayons X, des rayons gamma, des rayons infrarouges. On cherche à montrer aux gens que l'astronomie, c'est quelque chose qu'ils peuvent comprendre si on prend le soin de bien vouloir leur expliquer, et que la réalité est vraiment merveilleuse, beaucoup plus que la science-fiction. Qu'est-ce que vous cherchez derrière cette vision des étoiles, en fin de compte? Comprendre la mécanique du ciel, mais après? Comprendre plus que la mécanique du ciel, je pense, comprendre situer l'homme dans l'univers. L'astronomie peut aider grandement, sous sa forme actuelle, à remonter même vers des problèmes tels que l'origine de la vie. L'origine de la vie, mais c'est exactement la mission actuelle sur la planète Mars de l'engin interplanétaire Viking. Cela aussi, c'est de l'astronomie. Donc, cela aussi doit être expliqué aux passants, et pas seulement par les plus grands savants. Il y en a deux, il y en a un qui s'est déjà posé, le deuxième va se poser dans quelques jours pour faire des analyses sur le sol. Ça fait partie de l'astronomie, le Viking? Oui, un peu. Les expériments biologiques de Viking sont la première fois que les hommes examinaient les autres planètes pour biologie. C'est expériments préliminaires. Mais cet expériment sont capables de détecter microbiologie sur la planète Terre, sur cette planète, très facilement. Par exemple, dans les déserts, dans l'Antarctique, dans toutes les places sur cette planète, ces expériments donnent un résultat positif. Mais il est possible que la vie sur une autre planète est très différente. Et il est aussi possible qu'une autre planète a une chimie inorganique différente ou étrange. Et les expériments Viking apparemment donnent résultats positifs, mais en fait, la vie n'existe pas sur la planète. C'est une autre possibilité. Si Nicolas Copernic revenait aujourd'hui, quelle surprise pour lui! Son astronomie était simple, rudimentaire, mais déjà il s'opposait aux idées de l'époque. Un peu comme Carl Sagan aujourd'hui qui recherche la vie extraterrestre. Et si l'astronomie n'était qu'un moyen, un merveilleux moyen de faire un peu avancer la pensée humaine vers le beau, le mystérieux, l'inconnu, du coup son côté scientifique réservé à une élite laisserait la place aux rêves accessibles à tous. « 45 médailles pour l'Allemagne de l'Est aux Jeux Olympiques de Munich. 90, le double, à Montréal. Cette progression fulgurante démontre, s'il en était encore besoin, que pour ce pays, comme pour certains autres d'ailleurs, le sport n'est plus un passe-temps, mais un véritable objectif politique tendant à prouver la valeur d'un peuple ou d'un régime. Cette réussite spectaculaire de l'Allemagne de l'Est a fait naître les pires soupçons. Que n'a-t-on pas dit des méthodes de préparation des athlètes est-allemands, de l'usage excessif d'anabolisants, de médecines diverses, dont les conséquences étaient parfois de transformer des femmes en hommes. En fait, il y a à l'origine de ces succès d'abord et surtout un entraînement intensif, mais aussi un effort de recherche médicale sans précédent.
Et là, il ne s'agit plus de oui-dire. Pour la première fois, je pense, un ancien médecin de l'équipe d'Allemagne de l'Est de natation, le docteur Marder, qui s'est réfugié à l'Ouest et s'occupe désormais des athlètes de la RFA. Le docteur Marder affirme qu'il existe, pour les avoir expérimentés lui-même, des médicaments qui permettent en quelque sorte de transcender encore un peu plus un athlète en forme. C'est dans cette boîte et dans ces ampoules que se trouve le liquide de perlimpinpin du sport est-allemand et peut-être même des meilleures performances de Montréal. Bérolase et cocarboxylase sont les noms barbares des ferments chimiques qui permettent aux athlètes d'Allemagne de l'Est et d'ailleurs peut-être d'atteindre leur pleine mesure. L'un des médecins qui contribua à l'application sportive de ces substances, généralement administrées en cas de coma diabétique, est originaire de Halle, en République démocratique allemande. Il a fui l'Allemagne de l'Est il y a 2 ans. Il poursuit actuellement ses recherches à Cologne pour le plus grand bien de la natation ouest-allemande cette fois. Il a déjà testé plusieurs nageurs d'Allemagne de l'Ouest après absorption de bérolase avec succès. Lorsqu'il y a carence de ces substances dans les cellules, la capacité d'effort d'un sportif est très affectée. Il n'est pas sûr qu'une plus grande présence des ferments que sont le bérolase et le cocarboxylase dans le sang entraîne une augmentation de la puissance. Nos tests ont cependant révélé que ces 2 médicaments permettaient aux sportifs d'effectuer des efforts plus grands et de mettre plus fortement à l'épreuve leur système d'échange biochimique. Il en découle un sentiment général d'allègement durant l'effort et par conséquent de meilleures performances. Avec ces médicaments, il n'est cependant pas possible de dépasser les limites naturelles des échanges chimiques du sang. Question, peut-on évaluer avec précision le moment où agissent ces substances? Nous n'avons pas encore étudié cette question avec une grande précision. Il apparaît cependant que ces effets sont les plus favorables dans la première heure après l'absorption de ces médicaments. Cela s'explique notamment par le fait qu'une trop forte concentration de ces ferments dans le sang est éliminée par l'organisme, dans les urines par exemple. J'ai été moi-même membre des services médicaux de la RDA. C'est à cette occasion que j'ai pu étudier ces substances et connaître leurs effets sur les échanges biochimiques de l'organisme et sur la capacité d'effort. Il est certain que ces médicaments ont fait l'objet de recherches et il est probable qu'ils ont été une première fois administrés lors des championnats du monde de natation de Belgrade en 1973. Des médecins spécialisés, très qualifiés, environ 450, sont occupés directement et à plein temps dans le cadre de la médecine sportive est-allemande. Leur mission est de conserver les sportifs en bonne santé, de surveiller leur état général, de dépister assez tôt leurs dommages physiques, mais aussi d'étudier concrètement, au niveau des champions de pointe, les possibilités d'améliorer leurs performances en dépistant les facteurs qui freinent leurs efforts. Il reste que l'on ne peut pas fabriquer des nageurs de pointe avec des anabolisants. Il est indispensable d'assumer préalablement un entraînement très long et très sérieux sur des années pour que les talents naturels se révèlent à travers des performances de plus en plus remarquables. On peut cependant, de façon très limitée, et notamment chez les femmes, influencer positivement les capacités d'effort grâce aux anabolisants. Mais on ne doit pas croire qu'il est possible d'atteindre des performances exceptionnelles grâce au seul anabolisant. Il est connu que ces médicaments augmentent considérablement la masse musculaire. On peut atteindre des résultats dans des délais très courts, de l'ordre de 4 à 6 semaines. Selon mes informations, il est très vraisemblable que de tels traitements ont été administrés à des nageuses est-allemandes au cours de leur période de préparation, cela afin de corriger des insuffisances musculaires.
Ne nous leurrons pas. Il n'y a pas que des médicaments miracles derrière les 40 médailles d'or est-allemandes de Montréal. Il y a surtout un énorme travail de sélection et de préparation. En Allemagne de l'Est, le succès sportif est une affaire d'État et un instrument de la lutte des classes internationale. Objectif de Berlin-Est, dépasser les Américains en 1980 à Moscou. Au terme de ce journal, j'en reviens donc comme prévu à l'explosion dans une centrale nucléaire aux États-Unis il y a quelques heures et qui a fait un blessé et 10 contaminés. En ligne tout de suite, notre correspondant Paul Amar. Le directeur de la centrale que vous voyez tente de minimiser l'importance et la gravité de l'incident. L'explosion ne s'est pas produite dans un réacteur, m'a-t-il précisé. Le pire a donc été évité. Mais tout de même, 10 employés au moins ont été contaminés au moment même où ils s'apprêtaient à secourir leurs camarades blessés. Malgré ces propos rassurants, le patron de la centrale ne parviendra pas à convaincre une opinion de plus en plus inquiète. Une véritable psychose est en train de se développer aux États-Unis, psychose entretenue par des ingénieurs renommés qui ont déjà travaillé dans des centrales et qui ont démissionné récemment avec grand fracas. Ils accusent les autorités fédérales de contrôler bien plus sévèrement les séchoirs à cheveux que les centrales nucléaires. Et c'est la raison pour laquelle l'un d'entre eux, Robert Pollard, a demandé il y a quelques semaines au gouvernement de fermer sans plus tarder la centrale d'Indian Point. La moindre étincelle provoquerait un véritable holocauste et on comprend ce cri d'alarme. Indian Point se trouve à 70 km à peine de New York. Voilà, très rapidement maintenant la météo. Aujourd'hui, des pluies et des orages sur la majorité du pays. Demain, il pleuvra de la Normandie aux Ardennes. Sur le reste de la France, le ciel sera très variable. Ce journal est terminé avec toute la rédaction d'Antenne 2 qui l'a préparé. Je vous souhaite une excellente soirée, mais avant de nous quitter, le rappel des principaux titres. Haroun Taziev et plusieurs vulcanologues blessés à la soufrière. Explosion dans une centrale nucléaire américaine, des blessés et des contaminés. Fin de la canicule avec pluie et orage, mais pas fin de la sécheresse. Aucune victime dans le déraillement du Nice-Amsterdam près de Compiègne. Prochain journal à 2 dernières, 22h20.